Alors, on a fini cette semaine la paracha, les parachiotes chez Shemot, Vayekel Pekoudé. À la fin du Rishon de Vayakel, on a dit que Moshe, donc il a réuni Kol Adat Bnei Israël, Vayakel Moshe de Kol Adat Bnei Israël. Il leur a dit donc, voici ce qu'il faut amener pour offrir au Mishkan. Et donc il a cité tout l'argent, l'or, tout ce qu'il y avait besoin, tous les ustensiles qu'il y avait besoin pour offrir au Mishkan. À la fin du Rishon, c'est marqué comment? Vayetzu Kol Adat Bnei Israël milifnei Moshe. Après que Moshe, il leur a dit qu'est-ce qu'il y avait besoin exactement comme don pour le Mishkan, ils sont sortis de chez Moshe. La question qui se demande, et tout le monde demande, tous les Mefarshim demandent, Todarabah, évidemment, qui sont sortis de chez Moshe, ils ne vont pas rester plantés chez lui pendant quelques jours. Si Moshe il a fini de leur dire ce qu'il avait à leur dire, c'est normal qu'ils sont sortis de là-bas. C'est pas la peine d'en faire un pasouk. Et on peut expliquer ce pasouk-là avec une Gemara dans Souka. Dans Souka, une Gemara de Rabbi Eliezer ben Rabbi Abba qui dit que il y a Aïbou, le père de Rava, une fois il est venu chez Rabbi Eliezer ben Rabbi Abba, justement, et il a vu un maasé qui l'a surpris, ça l'a intéressé. C'était quoi le maasé? C'est qu'il y a un homme simple, un juif simple qui est venu chez Rabbi Eliezer, justement, et il lui a dit, voilà, il a demandé une question, comme il y en a qui ont des bêtes Torah, il y a des gens qui posent des questions, même chose, donc lui, un homme simple comme ça, il est venu le voir, il lui a dit, j'ai un problème, c'est que j'ai des ouvriers, et j'ai des champs. Là, c'était l'année de la Shemitah. Il a dit, voilà, moi, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont mes cache-cache ou mes adhères, donc ça veut dire qu'ils taillent un petit peu les arbres, ils s'occupent un petit peu quand même du champ et des arbres, des oliviers et des vignes. Mais le truc, c'est que quand il y a des gens de l'extérieur qui veulent essayer de prendre, il leur dit, non, non, interdit. Ils refusent l'accès des oliviers et des vignes. Est-ce que c'est interdit ou c'est permis? Une question simple. Et d'ailleurs, réponse simple aussi, il leur a dit, non, c'est interdit. C'est interdit de faire ça. Alors tout de suite, il est reparti. Le juif, il est reparti. C'est une histoire banale, normalement. Et on voit dans cette Gemara, là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit, ça fait 40 ans que j'habite dans ce quartier et j'ai jamais vu quelqu'un de si yachar que ça. C'est étonnant de ce qu'il y a de si yachar. Et d'ailleurs, juste après, quelques minutes après, il est revenu. Il a dit, alors qu'est-ce que je dois faire exactement? D'accord, c'est interdit, alors je fais quoi? Il a dit, c'est pas compliqué. Tu dis aux ouvriers, déjà, qui peuvent continuer à tailler un petit peu les arbres, ce qu'il y a besoin pour ce qui est rioni, donc ce qui est vital pour l'arbre, parce que ça ne s'appelle pas un business. On a le droit, pendant la Shemitah, d'égaliser les choses qui vont faire que ça va... Le minimum pour ne pas qu'ils meurent, le union de la Shemitah, c'est pas de tuer les arbres, mais c'est de ne pas faire trop. Et surtout, ce qui est intéressant, c'était comme on a dit, de ne pas refuser l'accès au public parce que c'est efker. Ça, c'est très important. Mais d'égaliser, ça, ils ont le droit de continuer à égaliser, même si ils utilisent ce qu'ils prennent comme zolé, ils utilisent ça un peu comme leur srar. Et ça, c'est pas très très grave. Bref, en tout cas, après, il s'est arrangé. Mais la question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'il a vu d'aussi droit, d'aussi yachar? Il a dit L'oraïti, Arbaïm Shana, l'oraïti, Adam Kaze Yachar, depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a de si yachar? Et en fait, ce qu'on peut voir, les Chora, c'est que normalement, quand quelqu'un, on touche à son porte-monnaie, on lui dit, voilà, sache qu'à la base, tu n'aurais pas le droit de faire ça, d'utiliser, est-ce que tu as le droit d'utiliser ça par rapport... Ça veut dire, dès qu'il y a une question d'argent, normalement, quelqu'un à la base, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend le rabbin et il se l'accapare, il commence à dire, viens, on étudie la Souga ensemble, on va revoir, je suis sûr qu'on va trouver des terrims, je suis sûr qu'on va trouver des trucs. Et on voit qu'il n'a pas commencé à réfléchir déjà. C'est interdit tout de suite. Première chose qu'on fait, il arrête la discussion. D'abord, il va leur dire aux poalim, aux ouvriers d'arrêter. Et après, il revient chez le Rav pour redemander les trucs clairs et refaire la souga un peu avec le Rav pour voir un peu, pour comprendre la chose. Mais on voit que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas réfléchi à ces choses, à ses intérêts personnels. Dans la nature, le Teva, il est qu'un homme, dès qu'il a son intérêt personnel, il va commencer à essayer de le tirer et tout ça. Là, ils n'ont pas du tout écouté leur intérêt personnel. Tout de suite, ils ont dit d'arrêter. Et après, ils ont réfléchi. Ils ont dit, maintenant qu'on a arrêté le massacre, maintenant on va commencer à étudier la Souga avec le Rav. On va essayer de voir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit pendant la Shemitah, tout ça. Et c'est exactement en fait ce qu'on a vu ici dans cette paracha. Quand Moshe, il leur a fait la réunion ici, c'était la réunion de campagne, justement pour leur dire combien il fallait ramasser pour le Mishkan.
Et donc, la première chose à faire, c'est que, bon, les Israël, alors on va dire, ok, très très bien, on a pris en compte, mais il faut 200 000, 300 000, très bien. Okay. C'était le premier alodon, c'est ça l'histoire? C'était le premier alodon de l'histoire, exactement. Et donc, ils n'étaient pas doublés aussi là-bas. Donc, c'était vraiment... et donc, normalement, il dit, ok, on a pris en compte, aucun souci, on verra ce qu'on peut faire pour vous, on rappellera. Voilà. Et donc, là, ils n'ont pas fait comme ça. C'est marqué Vayetz ou Kol Adat Bene Israël Melifne Moshe. Tout de suite, ils sont sortis de chez Moshe. Et donc, pour faire ce qu'il fallait faire, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le compte, pour récupérer, mais tout de suite. C'est un lachot de Zrizout. D'ailleurs, c'est pas tous les Mefarshim qui expliquent comme ça, mais il y a le Or HaChaim et le Rabben Veichaye qui, oui, expliquent comme ça. On peut le voir dans les mots, c'est intéressant, c'est une ligne. Pirouche, Sheyatsu Kulam Ke'echad Bizrizout Le'avi. Ils sont tous sortis Bizrizout. C'est ça, ou Kol Adat Bnei Israël, tous ensemble, ça montre qu'en fait ils sont sortis de chez Moshe, c'est une tente. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais tous ensemble ils sont sortis tout de suite pour faire. Moshe il a dit, on va faire tout de suite. Velo Aya Baem Echad Shenit Akev Mechaver. Il n'y en a pas un qui est resté sur place où il a dit, ah bon, allez, j'attends que les autres ils vont commencer à sortir chez eux pour récupérer, et moi je vais sortir le dernier. Non, tout le monde a voulu sortir en même temps. C'est un lachot de Zrizout pour montrer qu'ils étaient vraiment envoûtés pour faire ce que Moshe Rabbeinu il leur a demandé de faire. Et on voit dans cette même paracha, juste quelques tchukim plus loin, l'inverse de la Zrizout, donc tout le monde le connaît, le Passouk, c'était les Nessim, exactement. Donc on va le lire aussi le Rashi dans les mots. Comment c'est marqué là-bas? Les Nessim, voilà, Nessim et Viou, Rashi, c'est Rabbi Nathan en fait, c'est une Gemara. Il nous dit, Rabbi Nathan, il dit, Mara ou Nessim, leitnadev b'chanukat hamizbach trila. Pourquoi les Nessim, à Chanukat hamizbach, ils ont fait leur don en premier, ou même Mechat Mishkan, lo itnadvu batrila, c'est en dernier, ils ont donné ce qui reste, voilà. Ils ont amené la Avnei Shoam, Avnei Milouim, les deux pierres, et la Kach Amro Nessim, comme ça ils ont dit les Nessim. Itnadvu tzibur machem itnadim, tout le monde, ils ont qu'à commencer à faire tout le monde leur don, ce qui reste, on complète. Ou machem echasrim anu mashlemimoto. Kevan sheshlemut tzibur atakol, finalement, tout le tzibur, il a tout complété, il n'y avait plus rien. Chez Neymar Vamlacha Itadayam, c'est marqué dans le Passouk Mefourash que c'est fini, il n'y avait plus d'argent, plus besoin d'argent. Amronessi ma lenula asad, qu'est-ce qu'on va faire? Evi ou etavne ashoam, va etavne milouim. Les kach itnadvu bachanukat amizber tefila. Tefila, pourquoi ils ont fait en premier? Parce qu'ils avaient déjà tout donné. Ou les fiches enit atzlu mitrila, donc tout à l'heure on a parlé dans le Rachaim, on a vu le lachon de Zrizout, là on voit le lachon de atzlut, donc c'est bidiouk l'inverse dans quelques psukim après. Nersera ot mishemam, ve'anesem ktiv, sans le yud de Nessim. On peut se demander qu'est-ce qu'on s'en fiche avec un yud, sans yud. On sait très bien qu'à la Torah, si on écoute, tout le monde va dire Nessim, ça passe inaperçu. Ce petit yud, qu'est-ce qui nous... Et le Sava Mikelem, il dit que c'est avec un machal tout simple, si il y a dans une ville, une petite ville à l'époque là-bas, ils étaient en Russie ou je sais pas où ils étaient, et il dit comme ça, il y a deux qui s'appellent Yecheskel. Un, c'est le grand rave de la ville, et l'autre, c'est celui qui nettoie le parterre de la voirie de la ville. Alors un, on va l'appeler le petit Cheski, et l'autre c'est Yecheskel, arabe Yecheskel. Ça change tout en fait. C'est vrai que on lui a enlevé un mot, une lettre qu'on enlève du mot, ça enlève la Rashi, bouton le monde. Toi t'es le petit Cheski, tu allez nettoie le parterre, c'est bien. Alors que l'autre, quand c'est le rave, on va pas commencer le rave Cheski, ça veut rien dire, ça marche pas. Donc le fait qu'on a enlevé un essim, on leur a enlevé une lettre, ça fait quoi? C'est un abrégé. De nos jours, c'est Raviv d'Afka, ça passe bien de faire des abrégés, mais à l'époque on voit que c'était ça manque comme si on leur enlevait un peu un médaillon. Il manque quelque chose. Mais on peut se demander, une question qui mamache le assez pour le halodon, justement, du Golal, si maintenant il y a quelqu'un qui vient et il dit, regardez, faites votre halodon tranquille, j'arrive à la fin et je complète. Vous avez 48 heures, vous avez 100 000 euros, voilà, faites ce que vous pouvez, le maximum. Vous me dites à la fin, je complète jusqu'à 100 000. Elle est pas belle la vie? Moi je pense que ça aurait été magnifique. Donc les Chora, ce que les Nessim ils ont dit, je trouve que c'est super bien. C'est magnifique. Pourquoi on leur a enlevé une lettre? On les appelle des Hatzlanim. C'est pas joli. Moi, je trouve que y a rien de plus beau que quelqu'un qui dit voilà, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de 200 000 euros, 400 000 euros, combien tu as besoin? Alors, vas-y, essaye de voir un petit peu. Je veux pas prendre la mitzvah tout seul. Les maîtres, c'est vraiment ça, parce qu'il est prêt à les mettre les 400 000 euros tout seul. Il dit je veux pas prendre la mitzvah tout seul. Vas-y, va voir chez tout le monde, fais participer tout le monde. Ce qui reste, je le complète. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et c'est bizarre quand même que la Gemara même et la Torah, puisque c'est la Torah qui a enlevé le Yud, elle voit ça comme quelque chose de très négatif et de Hatzlanout. C'est pas de la Hatzlanout, en premier ils ont dit ça. On a été le voir en premier parce que c'est les Nessim, mais ils ont répondu ça en premier. Pourquoi on voit ça de négatif? Alors,
C'est marrant parce que c'est un peu comme ce qu'on a dit la semaine dernière au nom du Rav Peretz par rapport au Hagil. Le petit Yud, ça nous reflète les Aseret Adibrot. Alors la même chose aussi, j'ai entendu de Rav Moshe Steinbourg, et il avait dit une fois, il y a 15 ans, j'étais à un cours à lui, qui avait parlé, il a dit, c'est lui-même qui a dit ce chat-là, que Anessim, c'est un petit Yud qu'on a enlevé, ça monte, c'est Yud, c'est Hachem. C'est en fait Hachem, il leur a dit, regardez, moi, je sais très bien ce que vous dites, ça peut paraître magnifique, c'est très beau, c'est des très beaux discours, mais je sais très bien qu'au fond de vous, ce que vous avez voulu dire, c'est parce que vous n'avez pas voulu mettre la main à la poche tout de suite. Vous avez voulu attendre, vous avez dit, allez, qui sort? Et d'ailleurs, quand ça s'est fini, l'histoire que toute la Amelacha d'Aïdayam, alors vous étiez bien content, vous dites, allez, qu'est-ce qu'il faut payer? Un petit diamant par-ci, un Avneshua même. Donc en fait, ça c'est que Hachem qui est Bochen Kelayot. Il peut savoir l'intérieur de la personne, c'est quoi la marche à vote. C'est pour ça que c'est le Yud qu'on a enlevé exprès. Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on voit dans le truc. D'ailleurs, Moshe Steinbourg, je me rappelle, il avait dit une histoire aussi très très frappante, que si je ne l'avais pas entendu de lui personnellement, je ne sais pas si j'aurais... C'est compliqué à croire, quoi, un truc pareil. Il a dit que c'est vraiment que du direct, parce qu'il a entendu de Rav Yecheskel Abramski, Rav Yecheskel Abramski, voilà, qui était le Rav à Beit Vagan il y a 50 ans ou 60 ans, ici à Gras. Et il a entendu de lui-même, c'est lui qui lui a raconté personnellement l'histoire. Ça veut dire que c'était direct. Et il habitait en Russie, quand il avait 20 ans, 25 ans, il était en Russie. Et pour venir en Israël, il est passé par Vilna, dont sur un chemin, avant il n'y avait pas Moscou, Tel Aviv. C'était plus compliqué que ça. Il était en Sibérie déjà, le Rav Yecheskel Abramski. Il a fait un très très grand périple énorme. Après, il est parti même en Angleterre. Après, il est arrivé en Israël. Mais dans tout ce chemin, il est passé par Vilna. Et là-bas, il est resté longtemps. Et il a vérifié dans la Chavra Kadisha, ils ont dû s'occuper de beaucoup de choses. Et là-bas, il y a, dans toutes les Keilot de l'époque, il y avait un minag d'écrire dans un pinkas de la Chavra Kadisha. Donc c'est un petit livre où il marque toutes les histoires très importantes qui s'est passées. C'est la Chavra Kadisha qui gère ça. Et il a feuilleté un peu ce livre-là très très important qui est bien gardé par la Keila juive. Et il a vu une histoire, d'ailleurs qui a été, il y a eu une édoute claire qui a été signée devant un beddin et devant des témoins pour dire que c'est l'histoire de fou, que c'est la femme du Gaon de Vilna qui fait écrire par les Dayanim, justement le sofer des Dayanim. Donc il y a un scribe spécial des Dayanim qui écrit l'histoire mot à mot devant la femme du Gaon de Vilna qui raconte qu'ils ont fait un pacte, en fait, elle avec une copine à elle. On va l'appeler Rivka, un exemple, je ne sais pas comment elle s'appelait sa copine. Elle et sa copine, tous les vendredis, ils ramassaient de l'argent pour les pauvres et ils leur donnaient aussi des chalotes pour Shabbat et de l'argent. Comme ça, ils avaient fait un pacte pour ramasser, pour que tous les Shabbats, il n'y a pas un pauvre qui n'ait pas à manger à Vilna. C'était leur travail de la femme du Gaon de Vilna, de sa copine. Et une fois, donc ils faisaient comme ça tout le temps, ils se faisaient du chizouk entre elles, ces deux-là, et un jour ils se sont dit, tu sais quoi, il faut vraiment que la première qui est Niftar, quand elle monte là-haut, elle fait le Yom Hadin, qu'elle descende en rêve chez sa copine, la première qui est Niftar, qu'elle vienne en rêve chez la deuxième pour lui dire comment ça se passe le din, parce que toujours le Gaon de Vilna il parle de ça, du Ematadin, alors il lui dit, je veux voir comment ça se passe, c'est intéressant. Chacune, elle zélote, aucun souci. Et bien c'est ce qui s'est passé. La copine, donc cette fameuse Rivka, qu'on l'a appelée, elle est niftar en premier, elle est descendue en rêve chez la femme du Gaon de Vilna. Et elle lui a dit, tu sais que, voilà, Baruch Hashem, je suis Olam Haba, tout ça, le din ça fait peur et tout ça, mais Baruch Hashem, tu peux pas te rendre compte le srout qu'on a, de ce qu'on nous on a fait, qu'on a ramassé de l'argent pour des pauvres, tu peux même pas savoir c'est quel srout. Mais il faut savoir un truc, c'est que là-haut, on calcule même la façon comment on fait le maasé. Il faut savoir que, je ne sais pas si tu te rappelles, un certain vendredi, on était sur un trottoir avec donc la bourse d'argent et les paquets de pain, de chalot qu'on avait ramassés, et on a vu un pauvre qui faisait partie de notre liste qu'on avait l'habitude de lui donner, et on l'a vu au bout de la rue, on lui a dit, hey, Réhouven, viens ici, on a ce qu'il faut pour toi, là, tiens. Et il est venu, on lui a donné, c'était magnifique. Et bien il faut savoir qu'on n'a pas été puni pour ça, parce que tout ce qu'on fait, c'était pas obligé déjà, c'était très gentil. On a même eu un scout sur ça. Mais par contre, là-haut, ils m'ont montré qu'est-ce qu'on aurait reçu de plus si nous, on avait traversé le trottoir et on avait été à trottoir. Et je peux t'assurer que ça m'a fait mordre les doigts. Tellement que c'était énorme. On peut même pas se rendre compte c'était quoi le safrar qu'on aurait eu si on avait traversé. Mais c'est quoi de traverser? Ça fait rien. Prendre l'argent, la façon de le faire, la mitzvah de Tzedaka, c'est très bien. Mais la façon de le faire et chaque petit maasé zarise de plus, qu'est-ce qu'on aurait pu gagner?
On voit même avec Isabelle aussi qu'elle a dansé, c'est une rachat. On voit qu'elle a dansé pour des khatanim, on voit que sa tête et ses pieds, ils ont été, comme c'est la date qui a bougé, un peu pour des khatanim, alors elle a été enterrée. Et donc elle lui a dit, tu peux même pas te rendre compte. Et tellement, quand la femme du Gaon de Vilna, elle s'est réveillée, elle a raconté ça à son mari, il a dit, tu te rends pas compte, c'est quoi comme histoire très importante, il faut la marquer. Alors c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il a pris sa femme, ils ont été devant le Beddin, ils ont été devant le sofer du Beddin, et ils ont écrit ça dans le Pinkas de la Chevra Kadisha pour écrire cette histoire, pour rappeler l'importance que chaque petite chose, des fois on est un peu atzlan, et on se dit ça va, demain on va faire ça. Mais en fait, il faut faire ça tout de suite, et ça, c'est chaque petit moment de zrizout, ça change tout le maasé. Et d'ailleurs, on voit dans le Narch aussi, on dit sur le 20 pasouk dans Dibra Yamim, que le Ben Ishraïl a pris un pasouk pour rappeler tous ces sfarim. Ou Ben Ayahu, Ben Yoda, Ben Ishraïl, Mekabtzel, tous les noms des sfarim du Ben Ishraïl, il les a pris de ce pasouk. Et Rashi, il dit pourquoi il s'appelle Ben Ishraïl, un homme de vie, on appelle ça, il dit parce qu'il était zariz. Le fait qu'il était rapide, sur ce qu'il devait faire, il le faisait tout de suite. Quand on fait tout de suite, on appelle quelqu'un de ça, quelqu'un de vivant. S'il fait des choses, il dit demain ou après-demain, eh ben. C'est le Yetzer Hara et c'est un homme mort. C'est ça qu'il dit. Et Rashi le dit, voilà, dans Dibra Yamim, c'est marqué clairement pourquoi il s'appelait. Et la Gemara, elle explique pourquoi. Il était zariz. Parce qu'on dit que pendant ce Benayo Ben Yoda, il a cassé la glace pour se tremper de son kéri pour étudier Betahara. Il a étudié Parashat Vaikra, que c'est la paracha la plus compliquée. Et que c'était en Zman Choref, c'est marqué qu'il y avait la glace, donc c'était en hiver. Et quand même, il a fait tout le Sefer Vaikra dans les jours d'hiver, qui sont les plus courts. Donc il a été zariz pour faire le tout le plus vite possible. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de Ishraïl, d'un homme de vie. Donc voilà, à nous de choisir, est-ce qu'on veut partie des vivants ou des autres. Voilà. Je me suis fait comme ça.